Notre invité ce matin, Florian Philippot, vice-président du Front National, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez écouté François Hollande sur France Inter, la première heure, parce qu'il y est encore pour quelques minutes. J'assume la responsabilité des mauvais chiffres du chômage, dit-il. Au moins il assume, Florian Philippot, non? Difficile de faire autrement. Difficile de faire autrement. Il assume, on aimerait donc qu'il en tire les conséquences et qu'il change de politique. Ce serait quand même la moindre des choses. Est-ce qu'il ne change pas de politique aujourd'hui en assumant un choix plutôt social-libéral, franchement? En réalité, il ne peut pas changer de politique parce qu'il ne fait que suivre les instructions qui viennent de Bruxelles, de la Commission européenne. Comme son prédécesseur d'ailleurs. C'est ça le drame. Non mais pourquoi? Je comprends pas. Parce que la loi Macron par exemple, a un lien avec Bruxelles. C'est intégralement un copier-coller, c'est-à-dire transposé en droit français des recommandations de la Commission européenne. Mais vraiment un copier-coller dans toutes ses dimensions. Mais que cherche-t-il? Chaque disposition de cette loi Macron, c'est un copier-coller. Mais que cherche-t-on? La croissance. Vous êtes d'accord? Non, on ne cherche pas la croissance, puisque l'OCDE a même dit que ça rapporterait chaque année 0,08 points de croissance. 0,08, c'est-à-dire epsilon, rien du tout. Non, on cherche simplement à faire passer la France à la moulinette de la déréglementation, de la privatisation généralisée, de la libéralisation des services publics, au bénéfice des plus gros. Vous défendez les services publics, hein? Bien sûr qu'on défend les services publics. Moi, quand je vois, par exemple, le président Hollande en a parlé ce matin, on veut réserver les cars, on veut développer les autocars. Ça, c'est le grand projet national aujourd'hui pour la France du XXIe siècle, c'est de développer l'autocar pour les plus pauvres. Bien sûr, parce que pendant ce temps-là, le tarif du train augmente. Mais n'est-ce pas une bonne idée de développer le transport par autocar dans des zones où il n'y a pas de train, où il n'y a plus de train? D'abord, c'est pas très écolo. C'est quand même un sacré retour en arrière. Bon, voilà le grand défenseur de l'écologie maintenant. Bien sûr, nous avons même un collectif Nouvelle Écologie que nous avons inauguré et qui fonctionne déjà très bien. Mais deuxièmement, ça se fera contre le service public du rail, c'est une évidence. Dont, si vous voulez, l'ouverture totale à la concurrence est programmée pour 2019, encore une fois par les règles de l'Union européenne. Donc en fait, le train et l'avion seront réservés aux plus riches. Les premières classes. Et puis les deuxièmes et même peut-être le retour des troisièmes classes iront vers l'autocar. Peut-être même le pouce-pouce demain, si M. Macron a l'idée de développer un service national du pouce-pouce. C'est pas sérieux, ça. Malheureusement, ça devient, c'est ça la France aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une politique de régression sociale, d'affaiblissement économique et industriel, alors que les défis ne sont pas là. Alors, et que François Hollande n'en parle pas. Votre écologie, c'est pas d'autocar, c'est surtout, c'est ce que vous dites. Attendez, moi je caricature pas, je vous écoute. Il y a plus écolo que l'autocar généralisé, par exemple. Votre écologie, c'est on ne touche pas au gazole, hein? Non, mon écologie, c'est on produit sur place. Ça, c'est écolo. Vous savez, quand on est patriote, quand on est pour le patriotisme économique, le protectionnisme, pour produire en France, au plus près des lieux de consommation, là, on est écolo parce qu'on évite d'aller produire en Chine. Sur le gaz de schiste, quelle est votre position? On est contre l'exploitation aujourd'hui du gaz de schiste. Par contre, on est ouvert à toute recherche. La France doit continuer, doit même redevenir un grand pays de recherche, de science, de progrès, d'innovation. Il ne faut pas s'interdire en matière d'hydrogène. Sur le nucléaire, quelle est votre position? Il faut maintenir aujourd'hui le nucléaire. Enfin, ça permet d'avoir passer à 50% de la production d'électricité par le nucléaire, ça n'a pas de sens. Si un jour on trouve une source d'énergie... Votre écologie, c'est de maintenir le nucléaire? Non, mais attendez, si on trouve une source d'énergie un jour beaucoup plus propre... Je ne comprends pas quel est le positionnement écologique très simple. Du Front National. Si c'est plus propre, moins cher, et qu'on trouve cela un jour, alors bien sûr on remplacera le nucléaire, mais aujourd'hui le nucléaire, ça permet d'avoir une électricité moins chère, et c'est quand même, ça assure l'indépendance énergétique de la France en large partie. Mais est-ce qu'on taxe le gazoil ou pas? Non, mais vous voyez, ça c'est l'écologie punitive. Je vous pose la question. Donc je résume, grâce à cette question-là, je résume l'écologie développée par le Front National et notre collectif. C'est l'inverse de l'écologie punitive, où on tape l'automobiliste, où on augmente les taxes, on crée des taxes sur tout, on crée la taxe carbone, on crée l'écotaxe, etc., etc. Ça ne sert strictement à rien et ça coûte très cher aux consommateurs, à ceux qui ne disent jamais rien, comme l'automobiliste par exemple. Non, il faut, et c'est ça la vraie écologie. Est-ce qu'il faut lutter? Je vous l'ai dit, arrêtez avec le libre-échange total, arrêtez d'aller tout fabriquer en Chine et donc d'avoir des frais de transport, des frais de pollution et d'aller produire dans des pays qui n'ont aucune norme environnementale ni d'ailleurs aucune norme sociale. Ce sera bon pour l'industrie, bon pour l'emploi et bon pour la planète. Si vous étiez député, vous voteriez cette loi Macron ou pas? Non, je la voterai pas. Bien sûr, vous ne la voterez pas? Mais non, c'est une loi qui ne produit pas de croissance, qui produit du dégât social. Du dégât loi libérale, quoi, en quelque sorte. C'est une loi extrême libérale et tout simplement qui ne relève pas les vrais défis.
Aujourd'hui, les vrais défis pour l'emploi ne sont pas là. Si on veut réindustrialiser la France, alors il faut poser cette question du libre-échange. Il faut poser la question de l'euro qui est dévastateur. Il faut poser la question du patriotisme économique. Enfin, écoutez, on vient d'apprendre que Club Med deviendrait chinois. C'est ça une politique. C'est ça le signe d'une économie forte. Une chance, dit Jean-Pierre Raffarin. Ah, c'est une chance de se faire racheter son pays une chance pièce par pièce par l'étranger. Pour un développement du Club Med qui était en danger. Bon pour le Club Med, mais aussi bon pour tout notre tourisme, dit Jean-Pierre Raffarin. Monsieur Raffarin, on sait que c'est lui qui est allé négocier un accord entre l'UMP et le Parti communiste chinois, donc peut-être qu'il a quelque intérêt là-dedans, on s'en souvient à l'époque. Mais, je veux dire, soyons sérieux, en quoi est-ce une chance de se faire racheter tous nos grands fleurons, nos grandes entreprises stratégiques par l'étranger, que ce soit PSA progressivement aussi par les Chinois, que ce soit Lafarge par les Suisses, Alstom par les Américains, l'aéroport de Toulouse par les Chinois encore une fois, maintenant le Club Med par les Chinois. C'est pas le signe d'une économie qui va bien, ça. Le signe d'une économie qui va bien, c'est de l'investissement français, privé et public, et donc les conditions de la croissance. Voilà, et ça, François Hollande n'en parle pas. L'UMP non plus. D'ailleurs, l'UMP ne parle plus de rien, ne parle plus que d'eux-mêmes, de leur changement de nom, de leur guéguerre interne. Le rassemblement, je sais pas, apparemment c'est le nom qui viendrait à l'esprit des dirigeants de l'UMP. Voilà, donc, en plus, on dit l'inverse de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'ils sont l'inverse du rassemblement, c'est ça qui est amusant. Vous me conduisez, vous parlez de l'UMP, vous êtes passé à ce fameux réveillon qui a réuni des jeunes de l'UMP, des jeunes du Front National, c'était mercredi dernier, vous êtes fait photographier, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Alors évidemment à l'UMP on n'est pas très content de la diffusion de ces images. Vous, ça vous fait sourire. Vous êtes très content au Front National parce que vous avez diffusé les images volontairement, enfin pas vous directement, mais vos responsables jeunes. Alors je veux dire, je suis passé à un réveillon étudiant, il devait être 2h du matin, entre des jeunes de 20-25 ans, certains à l'UMP, certains au Front National, il y a même une militante socialiste qui fêtait un réveillon ensemble, et ça fait l'affaire du siècle. Et à l'UMP, attendez, monsieur Cambadélis, chef du parti au pouvoir, fait un communiqué de presse pour exiger de monsieur Juppé et monsieur Sarkozy de condamner ce réveillon, et l'UMP demande des sanctions contre les jeunes présents, alors que c'est une fête privée entre jeunes. C'est extraordinaire, c'est navrant. Certains ont perdu une bonne occasion de se taire, je crois. Ils se sont ridiculisés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des convergences, oui ou non, avec l'UMP, entre l'UMP et le Front National? Non, mais d'abord, je finis sur cette affaire de réveillon. Je dis que certains se sont ridiculisés. C'est une fête privée. Vous savez, les Français, ils font le réveillon de Noël, le réveillon avec leurs amis. Certains sont pas de la même opinion politique qu'eux, mais ils font la fête, ils s'amusent. Et je veux dire, il faut savoir séparer aussi la vie privée de l'engagement politique. Parce que j'ai vu le responsable jeune du Front National dire il y a des convergences entre le Front National et l'UMP sur l'immigration, sur la politique internationale et même sur l'Europe, j'ai vu. Je n'ai pas très bien compris. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit entre certains électeurs de l'UMP, mais aussi ailleurs d'ailleurs, de la gauche aussi ou du centre, qui effectivement en ont jusque-là de l'immigration, de l'Europe fédérale et de l'Europe ultralibérale et de l'Europe qui nous prend notre souveraineté, notre liberté de peuple, bien évidemment. Mais ça s'appelle le choix des électeurs. En revanche, le parti UMP, mais non, le parti UMP, il a de sérieuses convergences avec le parti socialiste. Ils font même d'ailleurs des accords électoraux. Je vous rappelle qu'on sort d'une élection législative partielle dans l'Aube, où le PS et l'UMP ont appelé à voter pour le même candidat au second tour face au Front National. Est-ce qu'il y aura des alliances au départemental ou au régional entre l'UMP et le Front National? Ça peut arriver ou pas? Aucune. Mais bien sûr que non. Maintenant, nous, on tend la main à des personnalités sur le plan local, comme on l'a déjà fait, et il y a déjà des gens qui viennent, bien évidemment. Toute personne qui ferait un accord avec le Front National a vocation à quitter le parti. L'UMP, c'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Oui, mais on n'est pas demandeur. Ça tombe bien. On va les laisser. Ils forment un joli couple avec le Parti socialiste, l'UMP. On va les laisser filer le parfait amour. Ils vont continuer dans cette direction. Ceci dit, les leçons sur le réveillon venant de gens, de personnalités qui vont tous les mois au dîner du siècle ensemble. Là, c'est le dîner du siècle, c'est un dîner très politique entre personnalités de l'UMP, du PS et quelques autres d'ailleurs dans d'autres univers, d'autres sphères. Ça m'amuse beaucoup. Oui, là, le Front National n'y est pas. Je peux vous assurer qu'il n'y est pas, qu'il n'y sera jamais. Florian Philippot, Maria Francesca, cette petite fille Rome de 2 mois et demi, décédée dans la nuit du 25 au 26 décembre, mort subite du nourrisson, qui ne sera pas inhumée finalement à Champlan parce que le maire, la mairie s'y est opposée, refus d'inhumer. Elle sera inhumée dans une commune voisine, à Vissou. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de l'attitude du maire
Il a une attitude inhumaine. Enfin, après, bon, je sais pas, maintenant il nous dit qu'en réalité c'est pas... c'est pas ce que disent les pompes funèbres. Il présente ses excuses, bon, il revient un peu en arrière, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est tout à fait inacceptable et tout à fait choquant. C'est choquant? Oui, c'est choquant, bien sûr. Parce que j'ai pas entendu le Front National parler de cette affaire. Si, je l'ai fait sur votre antenne il y a 2-3 jours. J'ai dit à peu près la même chose que ce que je vous ai dit aujourd'hui. Si, bien sûr. C'est bien sûr choquant. Et je crois que cette affaire-là, maintenant, il faut arrêter aussi d'en faire des tonnes. Et il faut que personne n'essaie d'instrumentaliser cette affaire. Parce qu'on n'instrumentalise pas la douleur d'une famille. J'espère que chacun l'entendra et toutes les associations l'entendront. Parce qu'il faut être raisonnable. Mais ça ne doit pas masquer l'immense problème des campements roms et des bidonvilles roms. De ces familles qui sont là depuis plusieurs mois, dont les enfants sont scolarisés en France. Scolarisés en France. Oui. Dans la clandestinité, Logiquement. Oui, ils sont venus dans la clandestinité. Est-ce que ces enfants la France se doit de les éduquer, de les scolariser? Non, je pense que la France doit appliquer la loi. C'est-à-dire quand il y a des personnes qui sont sur son territoire de manière clandestine, et en plus dans des campements insalubres, dans des bidonvilles, et que ça crée des problèmes pour les riverains, de manière générale. La loi est de ne pas accueillir les enfants à l'école. Je veux dire, il faut retrouver les conditions d'une dignité pour tout le monde. Est-ce que la loi est d'accueillir les enfants à l'école ou pas? Mais non, la loi c'est de reconduire les clandestins dans leur pays. Vous pensez que l'école française ait les moyens d'accueillir toute la clandestinité du monde? Et c'est donc de rétablir des frontières nationales. Vous savez, pour les Roms, on peut dire merci aussi à Nicolas Sarkozy et à François Hollande, on en parlait. Puisque quand la Roumanie et la Bulgarie sont entrées dans l'Union européenne, Nicolas Sarkozy était au pouvoir et que l'UMP a toujours voté en faveur de l'élargissement à l'Est et maintenant vers la Turquie de l'Union européenne. C'est votre cible en ce moment, l'UMP. Mais non, mais ce sont les mêmes. Mais ce sont les mêmes. Non, mais c'est votre cible. Non, mais là, je parle de la responsabilité de ceux qui ont fait cela. C'était Nicolas Sarkozy était au pouvoir quand la Roumanie et la Bulgarie sont entrées dans l'Union européenne. Et les Roms viennent essentiellement de Roumanie et de Bulgarie. C'est une évidence. Il faut donc retrouver des frontières nationales et sortir de Schengen. Philippot, que faites-vous de tous ces migrants qui viennent? On a eu plusieurs bateaux, ces cargos venus de Syrie notamment, là, en l'occurrence. Que faites-vous de tous ces migrants qui arrivent en Italie et qui ne restent pas en Italie, qui vont rejoindre de la famille ou des amis, ou qui essaient, qui tentent, notamment dans les pays nordiques? Que faites-vous de ces migrants? Ou en France, Ou en France, pas beaucoup. Parce que, par exemple, tous les chiffres disent assez peu. C'est vrai qu'on n'a aucun chiffre sur la clandestinité, encore une fois, donc on ne sait pas. Oui. Bon. Enfin, moi je remarque que la France est un des pays qui accueille le plus de demandeurs d'asile au monde, donc si, beaucoup. Et puis nous avons l'aide médicale d'État qui est toujours très attractive pour les clandestins, qu'il faudrait donc supprimer. Mais il faut faire. Nous sommes dans les chiffres de la moyenne européenne. Vous voyez aujourd'hui, avec la politique qu'on mène, Frontex, Triton, c'est-à-dire qu'on prend les bateaux, les cargos de plus en plus gros d'ailleurs, et on les ramène vers le sol européen. Après qu'ils ont été abandonnés par leur équipage. Et vous en faites quoi, vous, de ces cargos? Non, mais qu'est-ce qu'on fait là? On joue le jeu des passeurs et des mafias. On joue le jeu des passeurs et des mafias qui abandonnent les cargos et qui attendent qu'on aille les chercher pour les ramener sur le sol européen. Pas sur les cargos. Les commandants sont eux aussi des migrants. Non, mais le commandant de ces cargos et l'équipage. Vous avez remarqué que dans les derniers cargos, les équipages s'enfuient. Oui, tout ça dépend. Tout dépend des cargos. Pour les deux derniers énormes cargos, ils se sont enfuis. Alors il faut prendre ces cargos. Qu'est-ce que vous faites avec ces cargos? Mener une politique dissuasive. C'est-à-dire prendre ces cargos, mais les ramener vers les pays d'origine, vers les ports d'origine, parce que c'est ainsi que ce sera dissuasif et qu'il y en aura de moins en moins qui essaieront de venir vers le continent européen et notamment vers la France, parce que nous n'en avons absolument pas les moyens et que ça ne correspond pas aux attentes et aux aspirations du peuple français et des peuples d'Europe. Je crois que c'est une évidence. Et puis retrouver les conditions d'une politique dissuasive et de contrôle de nos frontières. Mais quel est le contrôle? Comment contrôler nos frontières? Comment faites-vous? C'est pas très compliqué. Il suffit déjà d'en avoir. Il faut déjà avoir des frontières. Écoutez bien, vous allez répondre. Ce matin, j'avais Monsieur Gémen, que vous connaissez peut-être. Il est professeur à sciences politiques. Mais non, c'est un spécialiste des flux migratoires, professeur à Sciences Po à l'université de Versailles, qui est belge, qui n'a rien de... Je lui ai demandé ce qu'il pensait des mesures que vous proposez. Il a le droit de ne pas être d'accord avec vous. Ah bah non, mais il a le droit d'avoir des arguments que nous écoutons. Ah mais il est totalement immigrationniste, donc il ne sera pas d'accord avec moi, c'est sûr. Mais écoutons-le. Que pense-t-il? Imaginez que c'est l'ouverture ou la fermeture des frontières qui va décider des gens à passer ou qui va les empêcher de passer, c'est n'importe quoi. Voyez la situation, vous avez des gens qui vont risquer leur vie sur un cargo,
qui vont payer 5 ou 6 000 $ pour passer. C'est pas juste un douanier qui va leur dire la frontière est fermée ou la frontière est ouverte qui va les arrêter. Ce sont des gens qui sont très déterminés, qui sont prêts à tout, à risquer leur vie, leur famille, tout leur argent pour passer. C'est pas parce qu'une frontière va être fermée que ça va les arrêter. C'est un fantasme absolu que d'imaginer qu'on peut réguler les flux migratoires en fermant ou en ouvrant une frontière. Ça n'a aucun impact sur les flux migratoires. Une frontière fermée, un mur ou une barrière n'a jamais empêché aucun migrant de passer. Donc M. Gémen et consorts, et tous ses petits amis de l'UMP du PS qui pensent comme lui, hein, et tout le grand patronat qui pense comme lui aussi, parce que le grand patronat il adore l'immigration, ça fait baisser les salaires. Eh bien, ils veulent donc jouer et continuer à jouer le jeu des mafias et des passeurs. Non, non, ils veulent essayer de trouver des solutions. Et donc parce que vous ils veulent jouer le jeu des passeurs. Votre solution. Non mais attendez, des murs. Attendez. Remarquez, on en érige partout dans le monde. Ils veulent jouer le jeu des passeurs à la frontière européenne. Pourquoi pas? Ces passeurs qui vont aller chercher 5 000 $ auprès de ces migrants, qui vont leur faire risquer leur vie à ces pauvres malheureux, bien évidemment. Bien sûr, et plus on continuera, plus il y aura de naufrages. Bien sûr. Et après, ils iront pleurer à la télévision, ces gens-là. Alors qu'ils auront tenu des propos qui encouragent cette politique. Mais c'est totalement incohérent. Il s'agit de trouver une solution. Mais c'est ce que je vous dis. Alors, quelle est votre solution? Ramener les cargos. Renvoyer tout le monde. Ramener les cargos vers les ports d'origine. Parce que vous croyez que vous pouvez renvoyer tout le monde? Mais parce que les passeurs, je vais vous dire, si on ramène un cargo, puis 5, puis 10, puis 15, ils vont arrêter d'aller chercher 5 000 $ auprès des migrants. Et puis les frontières, M. Gémen, se trompent. Une frontière, c'est quoi? Ça veut dire déterminer combien de titres de séjour on distribue chaque année, par exemple. Ça, c'est une politique régalienne. Si la France décide chaque année, depuis 15 ans, sous la droite comme sous la gauche, de distribuer 200 000 titres de séjour par an, ce sont les mêmes chiffres sous la droite et sous la gauche, c'est considérable. C'est le taux les plus forts de toute son histoire. Eh bien, c'est une décision de l'État. Et c'est une décision de l'État qui, d'ailleurs, est imposée, là aussi, par la Cour européenne des droits de l'homme et par l'Union européenne, c'est-à-dire par des instances supranationales, ce que je déplore formellement. Mais, par exemple, la France a signé la Convention de Genève en 1951 sur le statut des réfugiés. Il faut la dénoncer? Vous demandez est-ce qu'on la dénonce? Les réfugiés, c'est tout à fait différent. Non. Alors, le droit d'asile, parlons-en. Alors, ces hommes, ces femmes qui viennent de Syrie, qui sont pour beaucoup très éduqués, qui sont de la classe moyenne syrienne, souvent. Mais oui, vous ne payez pas 6 000 $, sans avoir les moyens de payer ces 6 000 $. Vous croyez que c'est le rêve d'une classe moyenne de prendre un cargo pourri, de risquer sa vie et d'aller fuient leur pays, d'aller dans la clandestinité en Europe? Excusez-moi, c'est pas cohérent. Ils sont en danger en Syrie, leur vie est en danger en Syrie, ils ont droit au statut de réfugié, vous en faites quoi? Il y a cette convention qui nous oblige à les accueillir. Il faut remettre... Non, le statut... Le droit d'asile, c'est un droit souverain des États. D'expulser, de renvoyer. C'est un droit souverain des États, le droit d'asile. Pas la Convention de Genève de 1951. D'accord, le droit d'asile, c'est un droit souverain des États. On le donne ou on le donne pas. Le droit d'asile, oui. Voilà, on doit examiner. Oui, mais on doit examiner la demande d'asile. D'accord, examinons la demande d'asile, mais on n'est pas obligé, et ça, c'est pas la Convention de Genève, c'est une directive européenne de 2003, de les loger gratuitement aux frais de l'État, le temps d'instruction de leur dossier, parce que c'est le cas maintenant, ce qui fait qu'aujourd'hui, il manque de places d'hébergement d'urgence parce qu'on loge les dizaines de milliers de demandeurs d'asile chaque année. Donc il faut recentrer l'asile et véritablement le recentrer considérablement sur les vrais réfugiés et arrêter d'en faire une filière d'immigration supplémentaire. Oui. Quant aux troubles en Syrie, en Libye et ailleurs, merci. Est-ce qu'il faut intervenir en Libye, tiens? Mais merci. Est-ce qu'il faut intervenir en Libye? Pour aller réparer les erreurs dramatiques de Bernard-Henri Lévy et de Nicolas Sarkozy, qui sont allés mettre les islamistes au pouvoir, parce que c'est eux qui sont intervenus en 2011 pour aller mettre les islamistes au pouvoir. Et aujourd'hui, il faudrait réintervenir, faire risquer leur peau à nos soldats, parce que pour les beaux yeux, mais que BHL y aille en Libye, qu'il aille réparer ses erreurs. Voilà, qu'il y aille lui-même, il prenne son fusil et qu'il aille réparer ses terribles erreurs de 2011 avec ses copains Nicolas Sarkozy et consorts. La Grèce, avec la probable victoire de Syriza, la gauche radicale, dit-on, gauche radicale, vous soutenez? Non, vous... Je suis très heureux qu'il y ait des élections. Vous êtes très heureux que cette gauche qui vous retrouve un peu sur le terrain anti-européen, franchement, Florian Philippot. C'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le clivage n'est plus entre la gauche et la droite. Le vrai clivage dans la zone euro, il est sur les questions européennes. Vous pourriez vous accorder avec Syriza ou avec Podemos en Espagne? Je trouve très intéressant la montée dans différents pays européens. En France, c'est le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Ça peut être le UKIP au Royaume-Uni, c'est Podemos en Espagne, c'est Syriza en Grèce. Eh bien, je trouve très heureux que le peuple relève la tête dans chacun des pays de la zone euro. Et si... Donc vous pourriez soutenir Syriza. Mais je veux dire, si le grand débat en Europe,
sur l'euro et l'austérité et l'Union européenne doit passer par la victoire de Syriza en Grèce, alors oui, je souhaite vivement la victoire de Syriza en Grèce le 25 janvier prochain, je vous le dis très clairement. Et en tout cas, je ne souhaite pas la victoire des candidats de la caste et de la Troïka soutenus par l'UMP comme le PS. Podemos en Espagne? Ah oui, Podemos, c'est très intéressant. On n'est pas d'accord sur tout, quelles que soient nos divergences. Peu importe, ça fait monter le débat sur l'euro, l'austérité et les politiques antidémocratiques, anti-souveraines de l'Union européenne. Alors c'est très heureux que dans des pays où il n'y avait pas grand-chose, où il n'y avait qu'une offre politique tiédasse, comme en France, UMP, PS, qui pensent la même chose et qui sont complètement soumis à Mme Merkel, à l'Union européenne et donc à Washington qui est derrière, eh bien je trouve très heureux qu'il y ait des partis patriotes qui lèvent la tête. Alors certains seront classés à gauche, d'autres pas. Je m'en moque complètement. Je pense que ce clivage est totalement dépassé, que le clivage aujourd'hui il est entre souverainistes et fédéralistes, entre ceux qui croient en leur nation, en la coopération entre les nations libres, et ceux qui n'y croient plus du tout parce qu'ils sont dans un délire européiste, mondialiste et ultralibéral. Merci Florian Philippot d'être venu nous voir ce matin. Merci, il est 8h56.